Mes chers compatriotes, comme moi je le pense, vous êtes confrontés chaque jour à l'exaspération de votre entourage familial, amical, professionnel, et sans doute même à votre propre exaspération, devant cette affaire interminable de Covid-19 qui nous occupe quand même depuis le début de l'année, et devant cette obligation désormais très générale de port du masque qui devient quelque chose honnêtement de très difficile à supporter. Toute cette affaire est d'autant plus exaspérante qu'il existe un certain nombre de questions restées sans réponse, des décisions contradictoires et totalement incompréhensibles des pouvoirs publics qui procurent un sentiment de malaise tel que l'on peut parler de scandale à répétition. Le premier de ces scandales concerne l'obligation du port du masque. J'ai essayé de me documenter, si tant est qu'on puisse se documenter facilement, parce qu'on trouve de tout et son contraire. Mais enfin, il m'a semblé quand même être maintenant sûr qu'en Europe, du moins, la France est devenue désormais un pays extrémiste, l'extrémiste du port du masque en extérieur, que ce soit Paris, Marseille, Lyon, Nice, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, etc., etc. Ce sont des millions de Français qui, maintenant, depuis des semaines, sont concernés par des arrêtés préfectoraux émanant donc de l'État, qui d'ailleurs parfois se sont pris sans même avertir le maire de la ville en question. Madame Ruberola, la maire de Marseille, qui est d'ailleurs médecin elle-même, a été mise devant le fait accompli que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris de nouvelles mesures de reconfinement dans sa ville, alors qu'elle en est tout à fait surprise. Alors, comme vous le savez, j'aime bien revenir aux faits, toujours les faits. Et j'ai regardé la courbe des décès. Et j'entends bien que l'on nous explique qu'une deuxième vague va arriver. C'est la version officielle. Aujourd'hui, nous sommes le 23 septembre 2020. Monsieur Véran vient encore de nous faire peur en nous présentant des courbes. Je vous invite à regarder d'ailleurs cette courbe-là qui a été présentée par l'AFP aujourd'hui, où on a l'impression que le passage épidémique que nous traversons serait bien pire qu'au mois de mars ou avril ou mai, quand il y a eu, mars-avril, le maximum de malades dans les hôpitaux. On nous explique sur les réseaux sociaux tout et son contraire. On voit des sommités médicales, et il n'y a pas que le professeur Raoult, il y a de nombreux autres professeurs qui disent que ce n'est pas vrai, qu'il n'y aura pas de deuxième vague. On nous a dit qu'il y allait avoir une deuxième vague au relâchement d'avril, pas de deuxième vague. Qu'il y allait en avoir une au déconfinement de mai, pas de deuxième vague. Qu'il allait y en avoir une après la fête de la musique où il y a eu des rassemblements très larges. Il n'y en a pas une non plus. Les clusters n'ont pas été suivis d'une augmentation de la mortalité. Or, une pandémie se mesure au taux, malheureusement, de patients qu'elle emporte. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. J'ai l'opinion que, si vous voulez, des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas. Donc je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole. Donc ils se fixent. Mais la grippe espagnole, c'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens. Il n'y a pas de deuxième vague. Il n'y a pas de deuxième vague en France parce que une deuxième vague, ça serait une augmentation de l'épidémie dans des zones qui ont été très impactées, c'est-à-dire l'Île-de-France, l'Oise, le Grand Est. Actuellement, on n'a pas de deuxième vague dans ces régions-là. Vous n'observez aucune recrudescence dans votre hôpital. À mon avis, assez catastrophique que l'épidémie redémarre dans les régions qui ont été très impactées. Que l'on voit actuellement, cette augmentation de cas, que l'on voit actuellement, ce n'est pas une deuxième vague, c'est une première vague. C'est simplement, il faut bien comprendre que les mesures barrières, ça ne tue pas le virus. Le confinement, ça ne tue pas le virus. Le virus est toujours là. On a abaissé un petit peu la garde en arrêtant le confinement. Il est normal que dans les zones qui n'avaient pas été impactées par le virus, l'épidémie reprenne. Malheureusement, c'est quelque chose complètement attendu. Et d'autres qui disent que c'est vrai. Moi, je crois qu'il va falloir s'habituer à porter le masque dans toutes circonstances dès lors que l'on n'est pas en mesure de respecter
une distanciation physique d'1 mètre, 1,50 m, qu'on soit à l'intérieur, à l'extérieur, et ça non pas pour les jours qui viennent, mais pour les mois qui viennent. Le plus à craindre est devant nous, encore une fois. Hein. Pour moi, la deuxième vague a démarré. Elle a démarré il y a une dizaine de jours à peu près. On est au pied de cette deuxième vague. On a un virus qui continue de circuler. Si on ne prend pas des protections, on peut rebasculer. Alors là-dedans, comment on se fie à quoi que ce soit? Moi, j'en sais rien. Je ne suis pas virologue, pas épidémiologue. Ce que j'observe quand même, et ça, il suffit d'aller sur Google, tout le monde peut le faire pour chaque pays du monde, vous avez jour après jour la courbe des décès. Je dis bien des décès. Au bout du compte, c'est quand même ça qui compte. Je dis bien des décès puisque l'augmentation du nombre de cas décelés découle tout naturellement du fait qu'il y a énormément de tests qui sont effectués désormais, alors que ce n'était pas le cas en mars-avril. Et le fait qu'il y ait beaucoup de cas et très peu de décès peut accréditer l'idée développée notamment par le professeur Raoult qu'il y aurait eu une mutation de la maladie et que ce ne serait pas le même virus. Raoult et son équipe, ils ont, paraît-il, découvert 7 virus différents, mutants. Actuellement, c'est le virus numéro 4 qui serait le plus répandu, mais qui serait un virus finalement relativement bénin avec une faible létalité, c'est-à-dire un faible taux de décès. Donc on a fait à peu près 500 séquences de virus depuis juillet parce qu'on était étonné de voir la forme que prenaient les cas cliniques et l'épidémie depuis juillet. Elle paraissait différente. Donc on avait, et dès le départ, on a trouvé un mutant qu'on a appelé Marseille, qui est assez, c'est online, hein, vous pouvez les regarder, qui est assez, qui présentait plus de mutations que ce qu'on avait l'habitude de voir. Il y avait 23 mutations par rapport à la souche de Wuhan. On a eu 100 cas de ce virus-là. Actuellement, ce virus-là a à peu près disparu depuis août. Et on pensait que c'était lui qui avait pris le truc. Et on a maintenant 7 mutants. Et celui qui est le plus actif actuellement, c'est celui qu'on a appelé 4, où on a 60 cas du 4. On a comparé 100 cas à partir de juillet et 100 cas avant, pour regarder quel était le degré de leurs troubles de coagulation. Et donc, ils ont beaucoup moins de troubles de coagulation, ils sont moins sévères, et la mortalité est plus faible. En attendant, si vous regardez la courbe des décès en France, officielle, vous voyez qu'il y a eu une pointe phénoménale en mars-avril, et puis presque rien. Et depuis 3 semaines, elle a tendance à remonter, mais remonter légèrement. Comparer cette courbe qui vient de Google sur le nombre de décès à la courbe juste avant présentée par l'AFP en ce 23 septembre, qui est la courbe des personnes testées positives, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et vous découvrirez d'un seul coup que la courbe de l'AFP vise à ameuter les populations, à leur faire très très peur. La courbe de l'AFP ne tient aucun compte du fait que peut-être il ne s'agit pas du même virus, en tout cas qu'il est beaucoup moins virulent qu'en mars-avril. Pourquoi l'AFP fait-elle ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un problème. Alors, moi, quand je suis dans ce genre de situation, j'essaie toujours de regarder ce qui se passe ailleurs. Et donc, il faut regarder les autres pays de l'Union européenne. Et quand on regarde ce que font les autres pays de l'Union européenne en matière justement de port du masque, eh bien, on découvre qu'il n'y a qu'un seul autre pays en Europe qui a généralisé à ce point le port du masque en extérieur et tout le temps. Ce pays, c'est l'Espagne. Le port du masque est obligatoire chez nos voisins d'outre-Pyrénées depuis le mois de juillet pour toute personne de plus de 6 ans dans les espaces publics ou dans les lieux recevant du public. Alors, je suis allé regarder la courbe des morts en Espagne, là, en ce 23 septembre, et j'ai découvert que cette courbe remonte un petit peu depuis quelques semaines, un peu comme la courbe française. Il semble même que ça aurait tendance légèrement à s'accélérer sans que le nombre de morts n'atteigne évidemment les pics qui ont été connus en mars-avril. Bon. J'ai parlé de 2 pays de l'Union européenne, la France et l'Espagne. Sur les 27, il en reste donc 25. Que font les 25 autres? En se documentant, j'ai découvert qu'il y a 5 autres pays qui imposent le port du masque en extérieur, mais de façon moins systématique que la France et l'Espagne, seulement à certains moments de la journée ou dans quelques rares endroits très précisément limités. Ces 5 pays, c'est l'Italie,
où le port du masque est exigé pendant une plage horaire de temps chaque jour, et donc pas pendant toute la journée, et seulement dans certains espaces ouverts au public comme les places, les rues, les promenades de front de mer de certaines villes. Je suis allé regarder la courbe des décès en Italie. Elle ne remonte pas. C'est-à-dire qu'il y a moins de décès en Italie qu'en France, alors que c'est notre sœur latine, qu'il y a moins de décès en Italie qu'en Espagne, et ceci alors qu'ils n'imposent pas le masque partout en extérieur. Le deuxième pays, c'est la Belgique, où le port du masque a été obligatoire à Anvers et à Bruxelles. La ville d'Anvers avait mis en place, comme la ville de Bruxelles, le port du masque à la fin juillet, et la ville d'Anvers a décidé de l'abroger le 26 août, tandis que la ville de Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, a décidé d'abroger le port du masque obligatoire à l'extérieur en ce 23 septembre. Alors je suis allé regarder la courbe des décès. Il n'y a aucune augmentation du nombre de morts en Belgique. Le troisième pays, c'est la Roumanie, où le gouvernement a imposé le masque en extérieur, mais seulement dans quelques zones très précises, comme le centre-ville de Bucarest, les arrêts de bus et les quais de gare. Je suis allé regarder la courbe des décès en Roumanie. Aucune augmentation du nombre de décès, qui d'ailleurs de toute façon est beaucoup plus faible qu'en France ou en Espagne. Quatrième pays, la Pologne, où il y a un port du masque qui est obligatoire dans 7 districts sur 380, c'est-à-dire sur un peu moins de 2% du territoire de la Pologne. Dans le reste du pays, en revanche, le masque n'est pas obligatoire à l'extérieur. Quand on va voir la courbe des décès en Pologne, ce sont des nombres très très bas et on n'assiste pas particulièrement à une augmentation du nombre de décès. Enfin, cinquièmement, la Grèce, où le port du masque en extérieur n'est obligatoire que dans une poignée d'endroits très touristiques comme l'île de Mykonos dans les Cyclades et dans certaines stations balnéaires de Chalcidique dans le nord du pays près de Thessalonique. Et la courbe en Grèce ne remonte pas. Et puis, on a parlé de 2 puis 5 pays, ça fait 7. Il reste donc 20 pays sur les 27 pays de l'Union européenne qui, eux, refusent de systématiser le port du masque en extérieur. En Estonie, par exemple, le gouvernement a affirmé, je le cite, qu'il n'y a pas de raison de porter un masque à l'extérieur. Point barre, fermez le banc. Et quand on regarde la courbe des morts en Estonie, c'est comme en Roumanie, c'est très très peu, il y a très 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 peu de cas et elle ne remonte pas. Autre exemple, les Pays-Bas. Le ministère de la Santé néerlandais a affirmé publiquement, je le cite, j'ouvre les guillemets, que la littérature scientifique n'offre pas de consensus clair sur le fait de porter un masque dans les espaces publics et que si tout le monde suit les règles de base, notamment distanciation sociale, il n'est pas nécessaire de porter un masque. Quand vous regardez la courbe des morts aux Pays-Bas, elle ne remonte pas. Autres exemples, la Slovaquie, la République tchèque ont abandonné les obligations de port du masque à l'extérieur après une amélioration de leur situation sanitaire et la courbe des décès ne remonte ni en République tchèque ni en Slovaquie, ni en Slovénie, pardon, c'est très bas et ça reste anecdotique. Alors, ça, c'est pour le port du masque à l'extérieur. Maintenant, il y a des obligations pour les lieux clos. S'agissant des lieux clos, et à la différence de l'extérieur, la majorité des pays de l'Union européenne imposent le port du masque. C'est le cas en Allemagne, par exemple, où le port du masque est obligatoire dans des transports en commun comme en France et presque partout dans les magasins. Mais ce n'est pas le cas partout. Par exemple, ce n'est pas le cas au Danemark ou en Suède, ou même dans les lieux clos, il n'y a quasiment pas d'obligation de porter le masque. Notons au passage qu'il n'y a pas de remontée du nombre de morts au Danemark et en Suède. Alors, quelle est la conclusion que l'on peut tirer de ce petit tour d'horizon sur les pays membres de l'Union européenne ? D'abord, je rappelle quand même que M. Macron n'a à la bouche que l'idée de l'Europe de la santé, l'Europe de la santé, l'Europe de la santé. J'ai déjà montré à quel point c'était des vasticinations, que l'Allemagne menait sa propre politique avec la Chine pour les vaccins. Mais enfin, la moindre des choses, quand on est comme M. Macron à promouvoir l'Europe de la santé, les mêmes types de réactions, il devrait y avoir peut-être une harmonisation vis-à-vis de la pandémie, vis-à-vis des réactions, ou à tout le moins que l'on nous explique pourquoi la France et l'Espagne ont des mesures d'extrémisme de port du masque, alors que la Suède, le Danemark n'en portent pas du tout. Moi, je n'ai pas d'a priori.
je constate pour l'instant que les deux pays les plus extrémistes sur le port du masque, les deux qui imposent le port du masque en extérieur dans toutes leurs grandes villes et tout le temps, c'est-à-dire la France et l'Espagne, sont aussi les deux pays qui voient, pour l'instant, une remontée de la courbe des décès de la Covid-19. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Je dis bien de la courbe des décès, pas de la courbe des mises en réanimation ou des hospitalisations. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. On assiste à une augmentation en Allemagne, par exemple, du nombre de personnes hospitalisées. Mais en revanche, c'est tout plat s'agissant des décès. Alors c'est quand même étrange, cette affaire. Comment se fait-il que ce soit les deux pays, la France et l'Espagne, qui ont imposé le port du masque en extérieur partout, qui ont le plus mauvais résultat en termes de décès depuis 3 semaines qu'on a imposé le port du masque? Alors, comment répondre à ça? Moi, je n'en sais rien. J'ai l'impression qu'on est comme en face, vous savez, de ce qu'on appelle le dilemme de l'œuf et de la poule. Qui est-ce qui a commencé? Est-ce que l'œuf, est-ce que c'est la poule qui a commencé par pondre un œuf, ou est-ce que c'est un œuf d'où est sortie la première poule? Bon. En attendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains vont dire que c'est justement parce qu'il y a une augmentation de la courbe des décès qu'il faut absolument porter un masque partout. Mais d'autres vont répliquer, et j'en ai entendu, des professeurs qui disent que c'est l'inverse. Et si c'était l'inverse? Et si c'était précisément le port du masque systématique, dans des conditions d'hygiène déplorables, je vais y revenir dans un instant, qui suscitait une augmentation du nombre de pneumopathies diverses et variées, puisque ces masques deviennent en fait porteurs de tous les virus et tous les germes que l'on peut imaginer. En attendant, il n'y a pas de preuve convaincante que l'on assisterait actuellement, ce 23 septembre, à une remontée massive de la pandémie avec la même dangerosité qu'au mois de mars-avril. Et il est tout à fait étonnant que ce soit en Belgique, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas, dans les pays de l'Est comme la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l'Estonie, il est quand même tout à fait étonnant de noter que tous ces pays ont une politique beaucoup plus libérale que la France sur le port du masque. Et ça pose question. Ça pose question parce que lorsque l'on est face à une pandémie aussi inconnue, où l'on entend des avis aussi diversifiés les uns par rapport aux autres, où l'on voit des professeurs de médecine dans un cas et dans l'autre, certains disent qu'il faut porter des masques à tout prix, d'autres qu'il faut surtout pas en porter. Quand on constate que la France est complètement minoritaire en Europe sur le port du masque, eh bien, quand on constate aussi que le gouvernement, à l'évidence, est complètement perdu et dépassé par les événements, il ne sait plus quoi faire, il essaye simplement de se protéger d'éventuelles poursuites ultérieures. Eh bien, je dis, quand on est arrivé à cette situation d'exaspération, qui n'est pas pour rien dans la montée de la violence en France, ces espèces de rapports sociaux effarants, des faits divers tous les jours, des faits divers plus extraordinaires les uns que les autres, dans la criminalité, dans la violence, dans la folie même, eh bien, je pense qu'il serait du devoir du président de la République que de se retourner vers celui qui décide, c'est-à-dire le peuple souverain. Puisqu'on ne sait pas ce qu'il faut faire du point de vue médical, puisqu'il y a tous les avis possibles et imaginables, et puisque la plupart des autres pays de l'Union européenne ont pris une option l'opposé de la nôtre, eh bien je pense qu'il est légitime de demander directement aux Français ce qu'ils veulent. Monsieur Macron, organisez donc un référendum. Un référendum qui ne sera pas politique pour une fois. Un référendum qui donnera aux Français, pour une fois, le fait que c'est lui qui décide. C'est aux Français de dire, et chacun peut avoir son avis, est-ce que oui ou non, il faut imposer le port du masque en extérieur, partout, ou bien est-ce qu'on peut le supprimer ou le laisser vraiment dans quelques cas très très isolés. Voilà. Et puis voilà. Et puis ce seront aux Français de décider. Il y aura un petit débat. Et les Français, dans leur âme et conscience, se demanderont qu'est-ce que je préfère. Est-ce que je veux bien courir le risque qu'il y ait une épidémie qui se redéveloppe, même si en réalité beaucoup de savants disent que ça ne sera pas le cas, ou bien est-ce que je ne veux pas courir ce risque et donc j'accepte de porter un masque dont les effets nocifs sont considérables. Eh bien, ce que je propose, ça s'appelle tout simplement
Demos kratos, le pouvoir du peuple, la démocratie. Monsieur Macron n'est finalement pas plus fondé que chacun d'entre nous a décidé de ce qu'il veut pour la France. Le deuxième des scandales, le premier c'était justement sur cette port du masque obligatoire, eh bien c'est les tests dits les tests PCR. Ce sont des tests que maintenant tout le monde est convié à aller faire. Les gens pensent que c'est gratuit, mais c'est pas du tout gratuit. En réalité, chaque test est facturé par les laboratoires pharmaceutiques entre 70 et 80 €. Facturé à qui? À la sécurité sociale. Il y a même en ce moment des sites qui proposent pour 100 € d'avoir un test et d'avoir le résultat en 72 heures. Il faut bien noter au passage que 70 ou 80 € le coût d'un test, c'est l'équivalent quand même de l'achat de 200 à 250 masques. Voilà. Donc moi je suis quand même un peu surpris que la sécurité sociale se voit chargée de faire ces tests PCR gratuitement pour tout le monde. Et en revanche, on ne rembourse pas les masques, notamment là où c'est rendu obligatoire. Je pense notamment aux enfants des écoles ou dans les espaces de l'administration publique, par exemple. Alors, faire des tests, c'est tout à fait bien. Il aurait fallu les faire au mois de mars. Il aurait fallu les faire en janvier, février, mars. Le problème, c'est que là, on les fait maintenant. On les fait alors que l'épidémie maximale est passée, même si on nous en annonce une nouvelle. Mais on nous en annonce une nouvelle parce que justement, on fait énormément de tests. On fait beaucoup, beaucoup plus de tests maintenant qu'au mois de mars. Donc logiquement, le nombre de personnes qui apparaissent comme testées positives est beaucoup plus grand. Mais vous savez sans doute quelle est la problématique sur cette question. Est-ce que quelqu'un qui est testé positif, d'abord, est-ce que c'est un vrai positif? Certains disent que nos tests sont beaucoup trop sensibles ou au contraire ils ne le sont pas suffisamment. Enfin, en attendant qu'il y aurait dans ces tests énormément de faux positifs, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand vous connaissez des gens qui travaillent dans le monde médical, l'unanimité que j'entends monter du terrain, c'est que l'écrasante majorité des gens qui sont testés ne sont pas positifs. Alors effectivement, on assiste à une augmentation du nombre de personnes testées positives, mais avec une augmentation phénoménale du nombre de tests. Puis là, une troisième chose aussi, c'est est-ce que c'est finalement si mal que ça d'être testé positif? Parce que là, ça fait partie aussi de ces explications auxquelles on ne comprend rien. On nous avait expliqué qu'il fallait avoir, au contraire, plus il y aurait de personnes qui auraient été en contact avec le virus et donc qui auraient développé une immunité personnelle, plus il y aurait d'immunité croisée, mieux ce serait. Et puis maintenant, on nous dit non, pas du tout, il faut surtout pas qu'il y ait d'immunité. Enfin bref, le plus grand scandale sur ces tests, c'est que l'intendance ne suit pas. C'est-à-dire que l'on fait les tests, mais il faut attendre parfois 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours pour avoir le résultat. Alors c'est absurde. C'est absurde parce que si vous avez le résultat une semaine après, vous avez perdu une semaine de traitement, à supposer que vous ayez besoin d'un traitement, et puis vous avez pu communiquer le virus à tout votre entourage, puisque l'on sait que c'est dans les journées 2, 3, 4, 5, je crois, qu'il y a le maximum de contamination. Après, ça redescend de l'entourage, ça redescend. Voilà. Troisième scandale dans cette affaire de Covid, le scandale des amendes. Moi, je suis quand même un peu sidéré que aucun grand responsable politique, notamment de l'opposition, me semble-t-il, n'ait protesté contre le niveau des amendes qui sont infligées aux Français. Je rappelle que si vous ne portez pas un masque dans l'espace public où c'est obligatoire, c'est-à-dire presque partout maintenant, en tout cas dans les grandes villes, les grandes agglomérations, les banlieues, etc., si vous ne portez pas un masque, vous pouvez être arrêté et vous voir infliger une amende de 135 €. Alors 135 €, je voudrais rappeler, tout le monde n'est pas forcément au courant, que le SMIC actuel en France, le SMIC brut, c'est 1 539 € par mois. Et le SMIC net, c'est-à-dire ce qu'un ouvrier ou un salarié qui travaille au SMIC reçoit effectivement au bout d'un mois, c'est 1 219 €. Ça veut dire qu'une amende de 135 €, parce que vous êtes sorti de chez vous rapidement, vous avez oublié de prendre un masque, ou même il y a eu des cas qui ont été rappelés dans la presse, quelqu'un qui avait enlevé son masque pour manger un sandwich. Eh bien, si vous gagnez le SMIC net, les 135 €, c'est 11% de votre salaire mensuel. 11%.
l'équivalent de 2 à 3 jours de travail pour une amende. Ça n'est pas bien d'avoir une amende aussi élevée. Pour porter d'ailleurs un masque dont le principe même est sujet à caution, j'en ai parlé dans ma première vidéo, puisque la grande majorité des autres États membres de l'Union européenne n'imposent pas le masque en extérieur. Et là, je n'ai parlé que des personnes qui sont au SMIC, mais il y a aussi beaucoup de gens en France qui sont à la limite de la misère, notamment les gens qui sont au RSA. Le RSA actuellement, c'est 559 € net pour une personne seule. Une amende de 135 €, c'est 24%, c'est un quart. Un quart du RSA mensuel. C'est l'équivalent d'une semaine de RSA pour se nourrir et se loger et s'habiller. J'estime quant à moi que cette amende est absolument scandaleuse. J'estime quant à moi que, je l'ai dit dans ma première vidéo, il faut demander aux Français leur avis pour ou contre le port du masque en extérieur par référendum, puisque vous avez des professeurs de médecine qui disent qu'il faut surtout pas en avoir et d'autres qu'il faut surtout en avoir et que le gouvernement, à l'évidence, est écartelé entre les deux. Eh bien, si c'est les Français qui prennent la décision, le gouvernement aura été lavé de toute responsabilité. Ce sont les Français eux-mêmes qui auront pris la décision. Mais s'agissant des amendes, si l'on maintient ce système d'amendes, il faut arrêter d'avoir des amendes d'un niveau léonin, comme on dit, c'est-à-dire excessif. Il faudrait baisser ces amendes de 135 € à 35 €. Déjà, une amende de 35 €, c'est déjà très significatif pour des Français qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont très gênés financièrement. Donc il faut enlever les 100 des 135 €. Voilà ce que je considère personnellement. Il y a un quatrième scandale dans ces affaires de masques, c'est leur efficacité elle-même et la réglementation qui va avec. Puisque, je l'ai dit dans ma première vidéo, la réglementation, c'est il faut porter le masque quasiment partout, à Paris, Marseille, Strasbourg, Lyon, etc., etc. Mais comme il faut tenir compte de la nécessité de faire tourner le commerce, de faire tourner les brasseries, les cafés, les restaurants, comme il faut aussi tenir compte tout simplement de la vie, les Français, comme tous les peuples du monde, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de respirer, ils ont besoin de se sentir quand même un peu libres. On va pas mettre derrière une muselière tous les Français ad vitam aeternam. Donc, il a été décidé, probablement un petit peu sous l'effet de toutes ces contraintes, d'avoir des espèces de petits espaces de liberté. Ça prend la forme, de façon très générale, que lorsque vous êtes dans une rue, vous devez porter un masque, mais lorsque vous vous installez à une terrasse de café, vous pouvez retirer votre masque. Alors, c'est absurde quand on y réfléchit. Pourquoi c'est absurde ? D'abord parce que quand vous êtes dans une grande avenue à Paris, par exemple, en général, les passants que vous croisez, ils sont à des distances assez lointaines. Sauf si vous allez dans le métro. Mais dans le métro, il faut porter son masque. Mais en règle générale, dans une avenue ou un grand boulevard à Paris ou même une rue, vous croisez les gens, voilà, vous êtes quand même assez isolé. Et si vous êtes fatigué de porter votre masque, vous allez vous installer à une terrasse de café où là, vous allez retirer votre masque et là, vous allez vous retrouver dans une espèce de bouillon de culture où vous avez 20, 30, 40, 50 personnes qui sont sur une terrasse, parfois peu éloignées les uns des autres, et personne n'a de masque. C'est quand même absurde. C'est le contraire qu'il faudrait faire. Sauf que si on mettait le contraire, évidemment, c'est très difficile de manger ou de boire une consommation avec le masque. Et puis, les réglementations, les arrêtés préfectoraux sont assez chinois, puisque vous savez que si vous allez dans une brasserie, si vous installez sur une terrasse ou en salle, vous pouvez retirer votre masque. En revanche, si vous voulez aller aux toilettes pour vous laver les mains, là, il faut remettre le masque. Ce qui signifie que, imaginez quelqu'un qui sort de chez lui et qui va ensuite au restaurant ou dans une brasserie, il sort de chez lui, il met son masque dans la rue, il arrive au restaurant, il enlève son masque quand il s'assoit dans la salle de restaurant. Il commande. À ce moment-là, il veut aller aux toilettes se laver les mains. Il remet son masque. Il va aux toilettes. Ensuite, il revient. Il s'assoit. Il ressort. De nouveau, il enlève le masque. Et puis, quand il va sortir du restaurant, il remet le masque. Il me semblait que les autorités nous ont bien mis en garde sur le fait qu'une fois qu'on a mis un masque, on ne doit plus y toucher. Parce que sinon, avec ce que l'on a sur les mains, on met tous les virus possibles. Alors certes, on nous explique qu'avant de retirer son masque, il faut passer les mains à gel hydroalcoolique, après aussi, mais bon, tout ça c'est quoi ? C'est pas vrai, c'est pas comme ça la vie. La vie ne marche pas comme ça.
Il y a peut-être une personne sur 100 qui fait ça. Au total, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, au cours d'une journée, vous passez votre temps à mettre et retirer le masque. Et ce n'est pas vrai que les gens changent de masque à chaque fois. D'abord parce qu'un masque, ça coûte relativement une petite somme. Hein. Ça coûte, je sais pas, 20 ou 30 centimes le masque. Donc si vous changez 15 fois de masque, vous n'allez pas avoir dépensé 5 € de masque en papier par jour. Deuxièmement, il faudrait que vous ayez des stocks de masques sur vous. En plus de ça, quand vous retirez le masque, par définition, vous êtes obligé de le mettre quelque part. Beaucoup de femmes le mettent dans leur sac à main, beaucoup d'hommes les mettent dans une poche de manteau, ça traîne avec les clés, avec les tickets de métro. Voilà. Au total, ces masques deviennent en fait des réceptacles à virus, microbes, bactéries diverses et variées. Il n'y a pas plus sale qu'un masque. Hein. Les masques, comme on dirait, ils sont souvent sales comme des peignes. Voilà. Je rappelle ce que je disais dans ma première vidéo. Et si c'était ce port des masques à tort et à travers qui finalement, comme les Français n'en changent pas et qu'ils ne les mettent que pour échapper à des amendes d'un prix léonin de 135 €, est-ce que finalement le remède ne serait pas pire que le mal? Et est-ce que finalement ça n'est pas ce port du masque qui générerait ces pneumopathies, bénignes d'ailleurs, mais ces pneumopathies qui sont en hausse en France? Enfin, le 5e scandale, l'application Stop Covid. Vous vous rappelez peut-être, c'est une application qui a été développée par le gouvernement. M. Macron, je crois, en avait parlé. On allait voir ce que l'on allait voir. Ça a été lancé le 2 juin dernier. Ça a été développé par l'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. On avait la Rolls de la lutte contre le Covid, qui était un truc formidable. Alors l'INRIA, c'est la puissance publique qui paye. En gros, cette application a été lancée donc le 2 juin et nous sommes maintenant le 23 septembre. Alors cette application, c'est quand même assez compliqué à comprendre. Hein. Pour avoir cette application, écoutez bien ce qu'il faut faire. Il faut que vous ayez un smartphone ou un iPhone. Il faut que vous téléchargiez l'application. Une fois que l'application est téléchargée, vous devez mettre le Bluetooth. Hein, c'est ce système qui permet de communiquer d'un téléphone à un autre de façon automatique, sans passer par les réseaux. Ensuite, vous devez avoir le téléphone ouvert en permanence toute la journée sur vous. Ce téléphone, avec ce Bluetooth, va repérer toutes les personnes que vous avez croisées au cours de la journée. Ensuite, si, mettons quelques jours après, 5 jours après, 10 jours après, vous, d'un seul coup, vous avez mal, vous commencez à tousser, et vous faites un test et qu'on découvre que vous avez le Covid-19, enfin le coronavirus, le SARS-CoV-2, à ce moment-là, il faut que vous vous précipitiez sur votre téléphone portable, sur votre application, pour prévenir que vous avez le Covid-19. Et à ce moment-là, l'application est faite en sorte qu'elle va automatiquement prévenir toutes les personnes qui ont le téléphone avec l'application, avec le Bluetooth allumé, l'application allumée, et que vous les ayez croisés dans je sais pas, la semaine ou les 10 jours qui ont précédé. Voilà comment ça marche. Déjà, c'est un peu compliqué. Et puis, il faut vraiment songer, quand on vous annonce que vous avez la Covid-19 et qu'on vous emmène à l'hôpital, c'est pas évident de songer. La première chose à faire, c'est se précipiter sur son téléphone pour expliquer, pour remplir un formulaire, pour prévenir les gens. En attendant, quel est le bilan de toute cette affaire? Le bilan de toute cette affaire, c'est que l'on a appris ces jours-ci, la mi-septembre, qu'entre le 2 juin et le 15 septembre, eh bien, il y a eu 2 700 000 personnes qui ont téléchargé l'application. 2 700 000. On a appris qu'il y a, sur les 2 700 000, il y a 700 000 personnes qui ont désinstallé cette application. Il reste donc plus que 2 millions de personnes entre le 2 juin et le 20 septembre. Mais on a appris également que parmi ces 2 millions de personnes qui ont installé l'application, il n'y en a en gros que 350 000 qui l'utilisent. C'est-à-dire qui songent à l'utiliser tous les jours avec le Bluetooth allumé, etc. 350 000 sur 67 millions de Français. Le pire, c'est que sur les 350 000 personnes en question, d'après les statistiques que j'ai vues dans la presse, au bout du compte, il n'y aurait eu que 200 utilisateurs qui auraient fait une notification de cas contact. 200 personnes non notifiées
sur 67 millions de Français entre le 2 juin et la mi-septembre, c'est-à-dire statistiquement c'est égal à 0. Alors, là où ça tourne quand même un peu au scandale, c'est que cette application a été développée par l'INRIA. Bon, alors c'est des coûts globaux d'un institut financé par l'État. À la limite, n'en parlons pas. Mais il y a les coûts de maintenance de l'application. Or, ces coûts de maintenance sont estimés entre 200 et 300 000 euros par mois. Et là, ça n'est pas l'INRIA, ça n'est pas une institution publique qui en a hérité. C'est une société privée, la société Outscale, qui appartient au groupe Dassault. Et l'attribution de ce marché public a été faite sans appel d'offres, alors qu'un appel d'offres est obligatoire à partir de 139 000 euros. Ce n'est pas d'ailleurs moi qui ai découvert ça, c'est l'association anticorruption Anticor qui a soulevé ce lièvre, qui a d'ailleurs été repris sur quelques autres sites internet. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 3 mois et demi, les frais de maintenance de cette application à 200-300 000 euros par mois, ça a dû coûter 700-800 000 euros de maintenance pour le groupe Dassault. Merci pour lui. Mais si vous divisez les, mettons, 800 000 euros que ça a coûté depuis 3 mois et demi par le nombre de cas qu'on crée, 200 cas, ça veut dire qu'on est sur un coût de 4 000 euros par notification de cas contact. C'est absolument scandaleux. C'est d'autant plus scandaleux que ça ne sert strictement à rien, puisque maintenant, on l'a vu, tout le monde va se faire tester. Donc on est en train de dilapider l'argent public. Quand on voit cet argent qui est dilapidé, on se dit qu'on aurait vraiment mieux fait d'acheter beaucoup plus rapidement, par exemple, des masques au moment où on en avait besoin, c'est-à-dire au mois de mars dernier. Avez-vous téléchargé l'application Stop Covid sur votre téléphone? Non. Non? Pourquoi? Non. Non, parce que je n'ai pas chargé, je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi? Mais vous poussez les Français à le faire, vous ne l'avez pas fait? Oui, je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà, On a appris aujourd'hui même de la bouche de Mme Florence Parly, ministre des Armées, qu'en fait, elle n'avait pas dit la vérité ce printemps, lorsque, vous savez, il y avait eu des rapatriements de Français de la ville de Wuhan, qui est au centre de la Chine, là où il y a le fameux laboratoire P4. Il y avait donc des Français que des militaires étaient allés chercher pour les rapatrier en France. Et à l'époque, on nous avait assuré qu'il y avait eu des tests qui avaient été faits. Madame Parly a avoué devant les parlementaires que ça n'était pas le cas. A-t-elle menti délibérément? A-t-elle simplement, comme elle le laisse entendre, elle avait eu un moment d'absence? Bon, en réalité, depuis le début de cette affaire, on est lassé de recenser le nombre de contre-vérités, de contradictions et de mensonges qu'a accumulé le gouvernement. C'est absolument dingue. Donc cette affaire Parly vient rajouter encore un problème à tout ce qui existait déjà. Et donc vient rajouter un problème de non-crédibilité du gouvernement. Dans ces conditions, lorsque l'on voit le gouvernement qui maintenant explique qu'il va falloir que le corps médical se fasse vacciner contre la grippe, alors que ça n'a strictement aucun rapport, alors que d'ailleurs le vaccin contre la grippe marche très peu puisque c'est un virus mutant, alors même que l'on ne sait même pas si on pourra avoir un vaccin contre le SRAS-CoV-2 dont on nous explique, en tout cas certains comme le professeur Raoult, qu'il est aussi mutant que le virus de la grippe. Moi, j'ai le sentiment d'une espèce de fuite en avant du gouvernement et j'ai le sentiment que le gouvernement ne joue pas carte sur table et ne joue pas franc jeu. Voilà. C'est d'ailleurs pas seulement mon sentiment, c'est le sentiment d'un très grand nombre de Français. Donc nous allons suivre ça de façon très vigilante, car il ne faudrait pas aboutir quand même à ce qu'à force de restreindre petit à petit les libertés publiques, le gouvernement ne finisse par installer une dictature en bonne et due forme, sous motif sanitaire, et contre laquelle on ne pourrait pas se rebeller, et qui nous imposerait le moment venu, par exemple, un vaccin à la composition problématique. C'est ça qui angoisse non seulement les Français, mais un certain nombre de personnes dans le monde. Donc je pense qu'il est très important d'avoir un regard maintenant sur les libertés publiques de toute cette affaire. Je n'ai pas oublié, moi, que lorsqu'il y a eu les attentats en 2015 en France, le gouvernement de l'époque a pris des mesures exorbitantes du droit commun pour restreindre les libertés publiques pour cause de terrorisme. Aujourd'hui, fort heureusement, il n'y a plus de terrorisme, mais on a gardé toutes les mesures restrictives des libertés.
Je n'ai pas oublié non plus l'affaire au mois d'avril-mai, l'affaire de cet article qui déconsidérait l'hydroxychloroquine paru dans le Lancet. Cet article était c'était une fausse étude. C'est néanmoins sur le fondement de cette fausse étude que le gouvernement et que M. Véran a pris un arrêté pour interdire l'hydroxychloroquine, et que je sache, cet arrêté n'a pas été rapporté. Donc tout se passe comme s'il y avait ce qu'on appelle un effet cliquet, c'est-à-dire que le gouvernement prend appui sur tel ou tel événement pour interdire ci, interdire ça, revenir sur les libertés publiques, mettre les gens sous surveillance, leur imposer un masque, etc. Et ça va toujours dans le même sens et jamais dans le sens de la décrue. Donc il faut maintenant faire très très attention parce qu'il y a un moment à partir duquel il va falloir que les Français se disent « Est-ce qu'on n'est pas en train de m'imposer, mine de rien, une dictature plus féroce que celle que l'on n'avait jamais imaginée parce qu'elle serait fondée sur la peur sanitaire ?» D'ailleurs, certaines personnes ont comparé le nombre de morts officiellement recensés par l'INSEE entre le 1er janvier et le 1er septembre 2018, 2019 et 2020, et on s'aperçoit que le surcroît de mortalité noté en 2020 n'est pas du tout l'équivalent des quelques 30 et quelques mille morts enregistrés en France, mais simplement la moitié. Il y a donc des véritables problèmes de cohérence des données qui nous sont soumises. Voilà, comptez sur nous en tout cas pour suivre cette affaire et pour vous tenir informés. Vive la République et vive la France.